Bon, on va commencer. Donc, comme on n'est pas beaucoup, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me couper. Comme ça, je pourrai répondre directement pendant la présentation. Donc, je vais vous présenter un nouveau coprocesseur de calcul qui est fabriqué par Intel et qu'ils ont appelé Xeon Phi. Donc, si jamais vous entendez parler de MIC, KNC, Night Corner et Xeon Phi, tout ça, c'est la même chose. C'est le même processeur qui a différents noms de code, donc ça a évolué. Donc, je m'appelle Victor Arslan, je suis ingénieur-chercheur en calcul haute performance. Je travaille chez Infine Consulting et je suis en mission à la Compagnie Générale de Géophysique. Et l'un de mes principaux rôles, c'est de faire de la veille technologique sur tous les processeurs de calcul pour éventuellement changer l'infrastructure de l'entreprise. Parce que nos gros besoins, en fait, c'est faire du calcul intensif et de préférence le plus rapide possible. Donc d'abord, je vais vous faire une brève introduction sur le HPC en général. Ensuite, je vais présenter l'architecture du processeur, comment l'utiliser, les principales optimisations qui sont indispensables. Et puis, forcément, il faut comparer avec ce qui existe déjà pour voir si c'est un bon processeur ou pas. Donc le HPC en général, donc on l'utilise en fait pour faire du calcul donc dans plein de domaines différents. Bon, dans la recherche, il y a tout ce qui est climatologie, météorologie. En finance, pour calculer le prix des options, donc soit des méthodes de Monte Carlo, de Black-Scholes, etc. Beaucoup aussi du séquençage d'ADN, tout ce qui est life science. Et dans l'industrie pour faire des simulations de crash ou pour faire tout ce qui est aérodynamique. Et ce qu'il n'y a pas aussi dans cette slide, donc notre métier à la Compagnie Générale de Géophysique, c'est de faire de l'exploration pétrolière. Donc pour ça, en fait, il y a des ondes sismiques qui sont envoyées dans le sous-sol et il faut traiter ces données brutes pour les transformer et en faire des images en 3 dimensions du sous-sol qui vont être vendues aux pétroliers. Et après, ils prennent la décision de savoir où creuser, etc. Donc, dans le calcul de performance, il y a un bench qui s'appelle le LINCPACK qui est utilisé pour savoir qui est la plus grosse machine dans le monde. En gros, c'est ça. Et donc, en ce moment, les premiers, ils sont à 17 pétaflops, donc ça fait 17 fois 10 puissance 15 opérations en double précision par seconde. Et pour faire ça, ils utilisent 8 mégawatts. Donc 8 mégawatts, c'est un truc assez cher. Et donc forcément, dans toute la liste, le coût de construction, il est environ 3 fois plus petit que le coût d'utilisation de ces calculateurs. Donc le fait de pouvoir utiliser de l'énergie, c'est très cher. Et donc plus on peut faire de calculs avec une énergie donnée, mieux on sera. Donc le premier dans la liste, là, il utilise un coprocesseur de calcul NVIDIA, enfin une carte graphique. Et donc c'est un des plus performants. Et on voit qu'en 7e, il y a déjà un cluster avec des Xeon Phi dessus. Et donc un autre classement qui est bien pour savoir dans l'avenir quelles vont être les architectures les plus utilisées, c'est le Green 500. Donc là, on regarde le nombre d'opérations par watt utilisé. Et donc en fait là, celui qui était premier dans le top 500, il est ici 3e, et donc avec les NVIDIA Kepler. Et bien sûr, le premier, là, c'est un Xeon Phi, comme par hasard. Donc, l'architecture du Xeon Phi. Donc, le nom de code, c'est MIC pour Many Integrated Core. Donc, en fait, c'est une distribution open source Linux dessus. Donc, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut en natif dessus. Il est adressable par adresse IP. Donc, c'est très pratique pour se connecter dessus et pour avoir des applications qui utilisent l'IP pour se connecter. Et on peut utiliser les langages de programmation les plus supportés, en fait, c'est C, C++ et Fortran. Et tous les outils et compilateurs Intel sont dessus, et notamment toutes les librairies optimisées. Bon, alors comme on le voit, il y a un port PCI Express, en fait, pour le connecter. Donc ça ressemble beaucoup à une carte graphique, mais ça ne fait pas d'affichage. Oui ? Oui, donc la question c'était, ça embarque une
ça embarque en fait un Linux open source. Donc oui, on peut faire tourner n'importe quoi, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de mémoire dessus. Donc il faut importer le bon compilateur pour pouvoir faire ce qu'on veut dessus. Mais en théorie, on peut tout faire. Mais tous les corps sont exposés sous la distribution Linux. Oui, tous les corps, mais ce n'est pas des corps bootables. Donc en fait, on voit tous les corps d'un coup qui utilisent la même distribution Linux. Et derrière, en fait, l'idée, c'est est-ce qu'on peut faire tourner JVM? Personne n'a essayé, mais c'est possible. Je sais qu'il y a des personnes qui ont monté le compilateur GCC dessus. Ce n'était pas prévu au départ et Intel était étonné que ça puisse être fait, mais ça a été fait. Donc on peut très bien théoriquement faire du Java sur ce processeur. Donc les caractéristiques techniques de cette machine. Donc en fait, il y a au maximum 61 cœurs qui sont in order, donc ça veut dire toutes les instructions qu'on écrit dans le code, elles vont être exécutées dans le même ordre. La fréquence, elle est assez basse pour chaque cœur, c'est 1,1 GHz environ. Et ils peuvent utiliser 4 threads hardware donc, pour chaque cœur. Donc en fait, le but de ça, c'est que la latence est assez grande pour chaque instruction, et le fait de pouvoir mettre 4 threads, en fait, on va exécuter les 4 threads pas forcément dans le même ordre, et donc toutes les latences vont être masquées par le fait qu'il y ait plusieurs threads. Donc ce qui est important aussi, donc bien sûr il y a du 64 bits, et la longueur du single instruction multiple data, c'est 512 bits, donc on peut mettre 16 floats dedans, ou bien 8 nombres en double précision. Donc la mémoire, donc c'est assez petit, c'est 8 GHz, donc les prochaines versions vont sortir en 16 GHz. La bande passante, bon, j'en reparlerai dans quelques slides. Voilà. Donc comment utiliser le coprocesseur de calcul? Donc il y a plusieurs modes qui ont été promus en fait par Intel. Donc le plus simple, c'est avec des librairies en fait. Donc les librairies optimisées, si on les paramètre bien, elles pourront utiliser le coprocesseur automatiquement. Et enfin, de toute façon, c'est très encouragé d'utiliser les librairies parce que les codes sont très bien optimisés. Donc tout ce qui est produit de matrice, tout ça, c'est la librairie qui fait très bien et ça va très vite. Donc après, le mode natif, OpenCL et le mode offload et le mode symétrique. Donc d'un point de vue de l'extérieur, donc le mode natif, en fait, on se connecte dessus et on peut faire tourner ce qu'on veut. Le mode offload et OpenCL, on communique par le PCI Express en fait pour lancer à partir du CPU des calculs qui vont être sur le coprocesseur. Et le mode symétrique, donc à mon avis le plus intéressant, en fait on l'utilise comme un cluster hybride et donc on peut communiquer dans tous les sens, même entre coprocesseurs. Donc le mode natif, bon, la compilation avec le processeur, avec le compilateur Intel, il suffit juste de rajouter une option qui va bien, donc c'est le -mmic. Et avec ça, on se connecte on copie l'exécutable sur la machine, on se connecte dessus et on peut le faire tourner. Donc ça sera sur une seule carte pour pouvoir faire tourner le code. Et il y a aussi un outil Intel qui permet de faire en fait la même chose, mais qui permet en plus de vérifier toutes les dépendances de notre exécutable. Donc c'est MIC Native Lotex. Donc le mode offload, en fait, dans un code de calcul, donc on est sur le CPU et on va avoir des outils qui permettent de communiquer avec le coprocesseur pour lui envoyer des données et faire des calculs dessus. Donc en fait, ce protocole, c'est à base de directives qui vont être passées au compilateur, donc les pragma offload. Donc on définit la target, donc bon, pour l'instant il n'y a que le MIC qui est supporté, et on lui dit quelles sont les variables d'entrée et de sortie pour ce code de calcul. Donc ici on utilise en gros deux vecteurs, donc B et C en entrée, et on aura en sortie le vecteur A. Et donc à l'intérieur de ce code, donc il y a une autre directive qui est en OpenMP, donc pragma OpenMP par L4. Donc cette directive, elle sert à distribuer la boucle qui est juste en dessous entre tous les cœurs de calcul. Donc ici c'est un calcul très simple. Et donc pour le compiler, en fait, il faut passer la bonne option de compilation, -offload build, et après ça s'exécute directement depuis le CPU. Il n'y a pas besoin de se connecter dessus. Et donc la partie qui est à gauche là va être offloadée sur le coprocesseur pour pouvoir faire le calcul qui va bien.
Donc un autre mode, c'est OpenCL. Donc OpenCL, c'est très verbeux, mais c'est un standard. Et avec OpenCL, en plus, on peut utiliser toutes les cartes graphiques, en fait, que ce soit les cartes graphiques Intel, Nvidia ou bien AMD. Et donc, en fait, il y a beaucoup de code, mais le plus important là-dedans, c'est la partie qui est en rouge et donc celle-là, qui permet de lancer en fait le kernel d'exécution, donc qui va être le code de calcul. Donc, comment est présenté un code de calcul? Donc, en fait, si vous avez déjà fait du CUDA, c'est exactement pareil en fait. Donc, on va définir nos variables en entrée et en sortie, c'est juste qu'il n'y aura pas le const. Et c'est une architecture single instruction multiple thread. Donc, en fait, le get global ID va donner en fait l'indice du thread, et à partir de ça, on pourra traiter toutes les données sans avoir besoin à faire de boucle. Donc ce code qui est là fait exactement la même chose que le code qu'il y avait dans les slides avant. Et avec l'indice, on peut traiter la bonne valeur dans nos vecteurs. Donc le mode symétrique, en fait, on utilise l'API MPI, donc Message Passing Interface. Donc c'est un standard qui permet de... Comment ? Pardon. Donc en fait, c'est un standard qui permet de passer des messages entre des clusters, donc n'importe où dans le cluster, que ce soit à l'intérieur d'un nœud ou entre différents nœuds. Et ça permet aussi, en fait, grâce à l'implémentation qu'Intel a fait, de passer par le PCI Express. Et donc, en fait, le code va être compilé plusieurs fois, donc une fois pour le CPU et une fois pour le coprocesseur, donc avec l'option -mic. Et donc, en fait, on va lancer l'exécutable avec la commande MPI qui va bien, mais on va passer des paramètres différents, que ce soit sur les CPU ou bien sur le Xeon Phi. Donc ici, là, ça c'est le nombre de processus MPI qui va tourner sur chaque CPU, et ici, ça va être le nombre de processus MPI sur chaque coprocesseur Xeon Phi. Et on peut définir justement un nombre de threads différents. Donc ici, la configuration, c'était d'avoir 16 cœurs sur chaque nœud, donc 16 cœurs CPU sur le Xeon, donc 4 x 4, 16. Et sur le MIC, on utilise 20 threads OpenMP sur 12 processus. Donc on a ici 240 threads au total, donc puisqu'il y avait 4 threads hardware par cœur, donc 60 x 4, 240, ça va bien. Et donc en fait, dans le code, à l'intérieur du code, qu'on va demander le nombre de processus qu'il y a sur toute l'application, il va nous renvoyer la somme sur tous les nœuds. Donc en fait, ça va être la somme de tous ces nombres-là. Donc, comment optimiser en fait les codes de calcul? Donc, le plus important, c'est de faire la même chose sur CPU et sur le coprocesseur. Donc, toutes les optimisations qui vont être faites sur le CPU vont optimiser également le code sur le coprocesseur. Donc, c'est très pratique pour avoir le même code, que ce soit sur le CPU et sur le coprocesseur. Donc, la parallélisation. Donc là, l'image, elle est très représentative. Donc on a un travail à faire sur beaucoup de choses. Donc ici, peindre la palissade. Et si on est tout seul, on va mettre un certain temps. Et si on est 4 à peindre, on espère aller 4 fois plus vite, en fait. Et donc on a une mesure pour définir le speed-up, en fait, qui est en fonction du nombre de cœurs et de la portion du code qui est parallèle. Donc le but, c'est d'avoir tout le code qui est parallèle. Comme ça, on aura un speed-up linéaire. Donc s'il y a 4 personnes qui peignent le mur, ça va aller 4 fois plus vite que si j'avais été tout seul. Et donc on se rend compte que si la partie du code qui est paralysée n'est pas entière, donc ici par exemple si on a 98% du code qui est paralysé, on se dit que c'est pas mal, mais en fait le speed-up il sera sur 8 cœurs que de 7. Donc on perd déjà 12,5%, donc c'est quelque chose de très pénalisant, donc il faut absolument paralyser tout le code. Donc pour ça, en fait, tous les standards sont supportés sur le coprocesseur Xeon Phi. Donc OpenMP, donc on a vu le pragma quelques slides plus haut, MPI pour les multiprocessus, donc OpenCL aussi, les pthreads, mais tous les outils Intel, propriétaires Intel, sont aussi bien sûr possibles d'utilisation. Donc la vectorisation,
Donc en fait, le principe de la vectorisation, c'est de faire le même traitement sur plusieurs données séparées. Donc si on avait notre image qu'il y avait tout à l'heure avec la palissade, donc au lieu d'avoir plusieurs personnes qui vont faire le travail, en fait, je vais prendre un plus gros pinceau qui va me permettre de peindre plusieurs bouts de la palissade d'un coup. Et donc en fait, c'est le même principe avec les données. Donc avec une seule instruction, on va traiter plusieurs données d'un coup. Et donc tout à l'heure, j'avais dit que la taille du vecteur SIMD sur le Xeon Phi c'était 512 bits. Donc ça permet de faire en fait 16 floats d'un coup. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les compilateurs ne sont pas toujours très bons pour vectoriser bien les boucles. Donc en fait, ils essayent de les vectoriser automatiquement, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc en fait, on peut les forcer à faire cette vectorisation avec une directive qui est supportée par le compilateur Intel. Et donc en faisant ça, en fait, on force la vectorisation. Donc même si on n'avait pas le droit de vectoriser s'il y avait une dépendance, par exemple, sur la valeur A, donc si on avait besoin de A-1 pour calculer A courant, et ben on aurait une faute à cause du pragma SIMD, parce qu'il le vectorise quoi qu'il arrive. Et donc en fait, l'implémentation qu'Intel a fait avec OpenCL, c'est de dire en fait qu'ils ne sont pas tout à fait en single instruction de multiple thread, mais en fait qu'ils prennent 16 threads qui sont à côté pour la transformer en une seule instruction. Et donc comme ça, la vectorisation, elle sera faite automatiquement. Donc quand on utilise OpenCL, en fait, on a à la fois la vectorisation et la parallélisation qui sont faites en même temps. Donc 16 threads à côté vont prendre la même instruction et différents threads, après tous les 16 par exemple, vont mapper sur les cœurs du coprocesseur. Donc maintenant, comment on va comparer le coprocesseur à des processeurs standards? Donc ici, j'ai pris un double socket Sandy Bridge, donc avec 8 cœurs par socket. Et en fait, la puissance qui est requise en fait pour les deux sockets, c'est 300 watts. Donc c'est la même puissance qui est requise pour le coprocesseur de calcul. Donc si on compare ces deux choses-là, en gros, on est pas mal. Donc la fréquence sur le coprocesseur est plus faible que sur les CPU, donc c'est normal. Mais par contre, la taille du vecteur SIMD est 2 fois plus grande. Donc si sur le CPU, on peut avoir dans un vecteur 8 floats, on en aura 16 sur le coprocesseur. Et donc après, en fait, le nombre d'instructions qu'on peut faire sur chaque cycle, sur le CPU, on peut en faire 2, mais c'est le plus et le fois en même temps. Alors que sur le coprocesseur, le fuse multiple add est implémenté. Donc ça veut dire qu'en une instruction, on peut à la fois faire une multiplication et une addition. Donc dans les deux cas, on a 2 instructions par cycle, mais à condition qu'on fasse un plus et un fois. Enfin, si on fait 2 plus, ça ne sera qu'une seule instruction par cycle. Donc pour comparer les deux, en fait, il y a 2 benches principaux. Donc la multiplication de matrices SGEM, donc Single Precision General Matrice Multiplication, et la mesure de la bande passante qui est le plus utilisée, c'est le triade en fait. Et donc c'est le même bout de code qui était présenté plus haut. Donc c'est avec ça qu'on détermine la bande passante maximale. Parce que le plus intéressant en fait pour les codes de calcul dans la vie réelle, c'est quand même la bande passante, parce que on a beaucoup plus d'opérations par seconde disponibles que de bandes passantes disponibles. Donc le facteur limitant, la plupart du temps, ça va être la bande passante. Et donc les mesures sur le coprocesseur, donc la première colonne, c'est la crête théorique en nombre d'opérations par seconde. Donc sur le coprocesseur, on est à 2 teraflops par seconde, alors que sur le double socket Sandy Bridge, on est à 666 gigaflops par seconde. Alors, par contre, ces valeurs-là, on les atteint quasiment jamais. Et donc la SGEM, c'est un bench qui permet justement de pouvoir bien évaluer toutes les opérations par seconde qu'on peut faire au maximum dans un des meilleurs des cas. Et donc avec l'implémentation Intel de la Matkernel Library qui fait la multiplication de matrices, on a des très bons pourcentages du pic, donc c'est autour de 80%, que ce soit pour le CPU et pour le coprocesseur. Mais par contre, quand on regarde la bande passante théorique et la bande passante pratique qu'on fait avec
notre noyau de calcul, en fait, on voit que le CPU est beaucoup plus efficace que le coprocesseur. Donc quand on avait une bande passante théorique de 350, en pratique, en fait, on arrive à exploiter que 158, donc 160, donc c'est pas beaucoup. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les concurrents de Intel, donc Nvidia, leur bande passante maximum, c'est 180, enfin 190, et on peut en exploiter 180. Donc on est quand même au-dessus du coprocesseur. Et donc là, on a les facteurs d'accélération en fait qu'on obtient en faisant la division donc pour les flops, donc en divisant ces deux nombres-là, et pour la bande passante en divisant ces deux nombres-là. Donc si notre application est limitée par la bande passante, on peut estimer qu'on peut espérer un speed-up de 2,5 par rapport au double socket Sandy Bridge qui est au-dessus. Par contre, si on est plutôt limité sur les flops, donc on espère avoir un facteur d'accélération de 3 environ. Donc dans la vie réelle, par contre, les applications, donc quand on code nous-mêmes, donc quand c'est pas fait en assembleur, on obtient des facteurs de l'accélération qui sont plus élevés sur le CPU, mais on dépasse quasiment jamais la moitié du pic théorique, alors que sur le coprocesseur Xeon Phi, on est à un quart du pic. Donc ce qui est intéressant, c'est que pareil, si on compare avec les cartes graphiques NVIDIA, on obtient les mêmes pourcentages du pic. Donc on est aussi entre 5 et 25% du pic sur les cartes NVIDIA. Donc pour conclure, c'est le premier coprocesseur de calcul produit par Intel. Donc en fait, le but, c'est quand même la course à l'hexaflop. Donc par rapport à la première slide que j'ai présentée, leur but, c'est d'être les premiers à atteindre 10 puissance 18 opérations par seconde, d'un point de vue publicitaire et marketing. Donc c'est leur principal but, et donc pour ça ils investissent beaucoup d'argent. Donc leur premier coprocesseur, c'est intéressant, mais ça amène, il va y avoir beaucoup d'évolutions. Donc un de leurs autres buts, c'est de rendre l'utilisation facile, dans le sens où on n'a pas besoin de recoder tout le code, alors que si on utilise les cartes graphiques NVIDIA, par exemple, il faut tout recoder en CUDA. Donc c'est censé être simple d'utilisation, mais en fait, comme je l'ai montré juste avant, il faut faire très attention à notre application. Si on est limité par la bande passante et qu'on ne peut pas l'exploiter au maximum, on n'aura pas un bon facteur d'accélération. Et aussi, donc, bien sûr, pour optimiser, il faut absolument paralléliser et vectoriser le code. Sinon, on ne va pas exploiter correctement le coprocesseur. Donc si jamais l'application ne peut pas être parallélisée ou ne peut pas être vectorisée, ce n'est pas du tout intéressant d'utiliser le coprocesseur. Donc si vous voulez plus d'informations, le site Intel est très bien fait. Il y a toutes les informations dessus. Il y a aussi toutes les sources pour la distribution Linux qui tournent dessus, et plein de conseils pour optimiser les codes, pour aller en profondeur dans tout ce qu'il y a dessus. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions. Oui. Donc j'ai dit que alors la question c'était est-ce qu'il y avait 8 Go de RAM, donc oui, et pour les caches, donc en fait, c'est la figure de droite là. Donc je ne l'ai pas précisé, mais c'est intéressant à dire. En fait, le cache à l'un, il est très rapide, bien sûr. En 2 cycles, on peut avoir une instruction, enfin une donnée qui est fournie à l'unité de calcul. Et le cache L2, en fait, il est partagé entre tous les cœurs. Donc ça, c'est intéressant aussi. Alors, en fait, c'est comparable au prix de la Nvidia K20, et donc c'est à peu près $2000. Oui. Je suis en particulier sur les tests style triade là. Oui. Je me demandais un peu comment ça se passait au niveau des entrées-sorties en fait, parce que j'ai l'impression que le calcul est relativement simple et que du coup on va passer quasiment sur un test comme ça, on passerait quasiment autant de temps à faire, voire plus à faire les entrées-sorties qu'à faire le calcul.
Non, mais en fait, le but du... Alors, donc la question, c'était sur ce calcul, enfin, sur ce noyau, par rapport aux entrées-sorties. Donc, en fait, ce noyau de calcul, il est fait pour tester la bande passante maximale que tu peux avoir de ta mémoire globale. Et donc le but, c'est de faire que ça. Donc, de saturer, en fait, la bande passante. Sur ce test-là, on ignore complètement l'aspect. Exactement, on ignore totalement l'aspect des entrées-sorties à l'extérieur du coprocesseur. Donc par contre, on pourrait faire le même test en passant par le PCI Express. Et donc là, on aurait... Et là, ce serait catastrophique pour le coup. ouais. Cet exemple-là en particulier, ce serait. Oui, mais en général, c'est catastrophique quand même. Le fait de passer par le PCI Express, c'est pénalisant, que ce soit pour ce coprocesseur-là et aussi pour les coprocesseurs NVIDIA. Donc c'est pareil, ils passent par le PCI Express. Et donc en fait, leur prochain but à Intel, c'est d'inclure le coprocesseur à l'intérieur d'une socket et donc de ne plus passer par le PCI Express. Donc en fait, d'avoir un multiprocesseur en fait qui soit comme si on avait des CPU normaux, mais qui soit avec 61 cœurs en fait. Donc ça, c'est la version suivante qui va arriver dans quelques années.